Bref, c'est parti. C'est parti, bien, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau numéro du Chouchoute Cycling Club. Merci à celles et ceux qui nous suivent en live actuellement sur Twitch, sur la chaîne de Fly. Et puis merci à ceux qui reverront cet épisode en podcast enregistré sur les différents supports. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus. Bonsoir à tous. Ça c'est fait. Bonsoir Fly, bonsoir 53, bonsoir le chat et bonsoir les replays. Merci, merci de nous suivre encore une fois. On commence ce numéro directement par Fly, qui va nous donner des éléments sur le Grote Prijs Berens. Ouais, donc ça on avait dit que c'était. Je suis bon, là. Ouais, la prononciation c'est à peu près bon. Donc Améliore. Ouais. C'était une course en Belgique, comme son nom l'indique, et comme la prononciation de 53 l'indique. Alors c'était, j'ai pas trop suivi moi parce que j'étais sur une autre course, mais bon c'était promis un petit peu aux sprinteuses. Et donc sur la course, il y a un petit groupe d'une vingtaine de coureuses qui a pu s'échapper, donc qui a réussi à prendre pas mal d'avance, qui se retrouve à se jouer la victoire. Et donc là, parmi ces 20 coureuses, il y avait une sprinteuse assez connue dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, en la personne de Sophie Van Rooyen pour la Volker Wessels. Et donc c'est tout normalement qu'elle s'est imposée sur le petit sprint en comité réduit. Alors après, on peut noter derrière elle des très bonnes places pour Anna Van Wersch de la Lotto Destiny, donc qui avait fait le tour et qui est venue sur cette course-là. En troisième place, on a une Française qui vient chercher cette troisième place, donc Victoire Berthaud pour compléter le podium. Derrière, on retrouve Camilla Ranesby pour la coop, Marthe Truyen pour la Phoenix, Jessie Van Den Bulk pour De Coster Bonac, Sylvia Zanardi pour Human, Marthe Goossens pour AG, Alice McWilliams pour S et Sigrid Oxted pour la coop pour compléter ce top 10. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Très bien, très bien. Moi, je vais vous parler d'une épreuve que ce podcast m'a permis de découvrir. J'avoue que je ne connaissais pas le chrono Roland Bouge, qui existe pourtant depuis maintenant 5 ou 6 ans, depuis 2020 exactement. C'était la 5e édition. C'est un chrono qui se déroule en Suisse. Alors, pour moi, c'est un peu le genre de sujet à controverse. On a parlé de Tashkent dans les épisodes précédents. C'est vrai qu'on est sur une course qui est un peu particulière, qui n'attire pas beaucoup de monde, qui est organisée par un sponsor d'équipe. Donc voilà, c'est un peu spécial, je trouve. Puisqu'au final, on va avoir 26 coureurs classés. Et voilà, c'est un chrono de 18 km, relativement plat quand même, assez peu de dénivellation. Je pense qu'en Suisse, ils auraient pu trouver mieux, même s'il y a une petite bosse, un petit coup de cul à un moment, mais ça ne dure pas bien longtemps. Ça s'est déroulé hier, non, avant-hier, pardon. Non, hier, pardon, le 1er septembre, c'était hier. Et on avait une start list relativement donc faible. Et on retrouve aux 5 premières places de ce chrono, de 18 km, 2 Ceratizit et 3 Roland. Voilà. Donc dans l'ordre, c'est Cédrine Kerbaol qui remporte ce chrono, devant sa coéquipière Marta Jaskulska. Et les 3 Roland, c'est Elena Hartmann, Anna Kiesenhofer et Elena Pironet qui complètent ce top 5. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi vous en dire parce que moi-même, je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, j'ai quelque chose à rajouter là-dessus. Vas-y. Alors, d'une part, la course est UCI que depuis cette année, donc là, c'est une point 2. Mais elle existait donc déjà depuis quelques années en amateur. Et on avait vu notamment 2 victoires d'Anna Kiesenhofer sur la course. Et l'autre point qui peut être signalé, c'est que, tu l'as dit, on avait 26 partantes, ce qui est en dessous des règles UCI.
Donc, il est possible qu'il y ait des conséquences justement au niveau de l'attribution ou non des points, puisque les conditions n'étaient pas toutes réunies pour cette course. Donc, il faut le souhaiter, honnêtement, même si ça n'enlève rien à la victoire de Cédric Kerbal, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai qu'on est sur une épreuve qui est un petit peu particulière. Qui obtient une classification ICI, mais qui n'a que très peu de partants. C'est assez curieux, moi, je trouve, de voir encore des choses comme ça. On peut comparer peut-être aussi au chrono des nations, qui est aussi un chrono où je pense que les coureurs peuvent s'inscrire de manière individuelle dessus. Alors, il me semble que ouais, c'est une épreuve un peu plus connue, qui existe depuis plus longtemps, et voilà, elle a déjà cette renommée qui permet d'attirer plus de coureuses. Tandis que là, ce chrono, bah, si c'est la première année où c'est UCI, forcément moins de monde connaissent la course, et bah, ça attire moins de monde aussi avec les courses qui ont lieu en même temps. Donc c'est plus compliqué d'attirer du monde, et voilà, ça se ressent après au niveau des résultats. Oui, après, la différence avec le chrono des nations, c'est qu'effectivement, d'une part, le chrono des nations a un certain historique quand même dans le monde du cyclisme. Alors, bon, faut se le créer, l'historique, on est bien d'accord. Il est démarrer à un moment. Et puis après, moi, ce qui me gêne, enfin, je ne sais pas si ça me gêne ou ce qui me fait m'interroger, c'est le sponsor de l'épreuve, qui est aussi sponsor d'une équipe. Donc voilà, c'est un peu. Oui, mais après, d'un autre côté, on a Ratiti qui sponsorise le Tour de Bretagne, le festival Elsie Jacobs, etc. Et là, on n'a pas de problème à ce que l'équipe y participe non plus. Donc, il ne faut pas non plus être complètement dans la critique, on va dire. Enfin, faut évidemment pas être naïf. Donc, il y a forcément des liens qui se font, mais d'après les informations que j'ai pu voir, on a un organisateur qui est quand même relativement qui n'est pas directement lié à l'équipe. Après, je ne sais pas quel lien il peut y avoir, mais ce n'est pas l'équipe directement. Et on avait un peu parlé des courses au Salvador, qui avait fait aussi polémique, parce que là, pour le coup, c'était le manager de l'équipe, il me semble, qui était l'organisateur des courses, donc le manager de Roland. Et on n'avait que Roland comme team sur place, etc. Là, c'était vraiment un conflit d'intérêts plus marquant, on va dire. Allez, ben on va pas s'étendre là-dessus plus longtemps. On verra l'année prochaine. S'ils ont 60 coureurs au départ, on les félicitera chaleureusement et on se renseignera un peu plus sur cette épreuve. Fly, non, pardon, Cactus, le spécialiste de l'Italie, Giro Toscana Internazionale Femminile. Ah, je tiens mieux l'accent. Ben, c'est ça, donc il s'est déroulé de jeudi à dimanche. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que Tashkent était annoncé sur la start list. Finalement, on n'a pas eu l'équipe ouzbek. Donc voilà, petite précision avant de commencer le résumé en lui-même. Donc on a eu sans grande surprise, on va dire, une certaine domination de la Volker Wessels dès la première étape, donc avec la victoire de Scarlett Souron sur le prologue, devant un non connu, j'allais dire, côté français, Marion Norbert-Riberol, donc la cyclocross woman de Phoenix, pardon. Et voilà, mais c'est un prologue qui faisait 2 km, quelque chose comme ça, donc on n'a pas eu énormément d'écart non plus. Et c'est surtout les 3 étapes en ligne qui étaient plutôt accidentées qui ont fait la décision pour le classement général. Donc, sur la première étape, on a vu une victoire lituanienne, donc de Rasa Lelevait, qui s'est imposée donc devant Elisa de Vallière, je ne sais pas trop comment on dit, et Margot van Bastenbeke, donc qui a pris le maillot de leader. Donc 4e place pour Paola Blasi qui sort du Tour de l'Avenir à cette 4e place justement. Et d'ailleurs, info trouvée par le Twitter de Matthew Mitchell, donc il y a un compte à suivre, j'allais dire, si vous vous intéressez au cyclisme féminin, qui est très bien informé et qui connaît beaucoup le milieu, on va dire. Donc que la dernière victoire de Rasa Lelevait avant cette semaine, c'était justement sur cette même étape dernière, donc sur le Tour de Toscane. Le lendemain, 2e étape en ligne, 3e jour de course, c'est revanche pour Margot van Bastenbeke, donc qui a abattu justement Rasa Lelevait dans un sprint à 2 avec déjà une bonne quinzaine de secondes d'avance sur la première poursuivante. Ola Kulinic, c'est ça, donc de Phoenix de Koenig Devo, donc ukrainienne.
Et sur la dernière étape, eh ben, encore les trois mêmes noms. Voici, c'est la Lituanienne, donc Rasa Lelevait qui s'impose devant Marco van Bastenbeke et Ola Kulinic. Donc c'est la Belge qui va porter le général pour 2 petites secondes devant donc Lelevait et Kulinic. 4e place pour Paola Blasi et Romina Hinojosa, donc la Mexicaine qui sortait également du Tour de l'Avenir, termine 7e. On peut parler un peu des Volker Wessel en général. On a parlé beaucoup de Scarlett Soeren, de Sophie Van Rooyen, etc. Et une qui fait une sacrée saison aussi, c'est Martin Beke, qui a notamment été sélectionnée pour les Jeux Olympiques avec la Belgique. On peut s'attendre à ce qu'elle ne soit pas forcément chez Volker Wessel l'an prochain. Elle a montré qu'elle avait les qualités pour pouvoir évoluer en World Tour. Et en précision par rapport à Margot aussi, c'est que l'an dernier, elle avait eu une grosse chute qui l'avait quand même bien handicapée sur la saison. Et donc c'est vrai que voilà, revenir de cette grosse chute, bah, déjà c'est un bon point pour elle parce qu'elle avait quand même passé plusieurs semaines, voire mois avec une minerve et à pas pouvoir vraiment bouger comme il faut. Donc c'est vrai que voilà, la revoir au plus haut niveau, c'est que du bonus. Et puis voilà, on verra bien l'année prochaine où elle sera. On lui souhaite le meilleur. Après, on peut noter que pour l'instant, Volker Wessel est dans les 2 meilleures équipes Conti. Ouais. Donc, il est possible que l'équipe obtienne les invitations automatiques, comme ça a été le cas cette saison pour Cofidis et Tashkent, et donc qui est un programme World Tour qui soit accessible sans forcément être en première division. Et ça pourra, ça pourra jouer sur l'avenir des Scarlett Soeren, des Sophie Van Rooyen et donc des Marco van Bastenbeke notamment. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est vrai que c'était peut-être aussi un objectif de l'équipe d'être dans ces 2 premières places. Donc pas forcément avoir les contraintes du World Tour, mais avoir les invitations et le calendrier adapté. Bah, on en avait parlé un peu la semaine dernière de l'équipe qui avait été sur la première édition du Tour de France Femmes en 2022, mais qui n'a pas été réinvitée depuis. On peut supposer que ce soit également une des motivations derrière cette recherche Oui. de ces 2 premières places. Tout à fait, tout à fait. On verra. On leur souhaite aussi que ça se passe bien pour l'équipe pour l'année prochaine. Après, pour les jeunes femmes qui la composent cette année, elles peuvent aussi avoir l'ambition de monter encore plus haut. Oui. Encore plus haut. Voilà, c'est ça. Si, comme ça arrive souvent, on a une proposition de contrat de la SD Works qui va assez régulièrement piocher dans l'équipe, on peut citer les 2 Femke, donc Femke Marcus et Femke Gerritse, ou même Demi Vollering qui ont été importés directement de la Parcotel à l'époque, voire même Lorena Vibus qui a transité par DSM entre-temps. On a quand même une belle connexion qui existe déjà avec l'équipe. Ouais, elles sont nombreuses, effectivement. Fly, une de tes courses préférées, le Waterslade Challenge, Exactement. se déroulait aussi. Donc il se déroulait ce week-end, donc c'est avec la première étape vendredi, donc qui était un petit contre-la-montre de 6 km, donc qui se terminait donc au Waterslade Park, qui est un petit centre proche de Sittard et de là où la DSM est basée, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc c'était un chrono pas vraiment plat, puisque c'est dans la partie des Pays-Bas qui monte un peu. Alors c'était pas les pires pentes, puisque elles sont plus au sud. Mais non, c'est vrai que c'était un chrono qui pouvait être un petit peu difficile voilà, pour les jeunes filles qui étaient au départ, puisque c'était junior première et deuxième année. Au final, sur ce chrono, je pense que c'est la favorite qui s'est imposée. Donc la favorite, par chance, elle était française, donc, puisqu'il s'agit de Célia Géry, qui a gagné avec 4 secondes d'avance sur la deuxième et la troisième. Donc Lucie Benezet-Mins pour l'Irlande qui termine deuxième. Et Paola Ostiz pour l'Espagne qui finit troisième. On peut citer aussi Megan Arens qui a 5 secondes prend la quatrième place. Et après elles sont toutes reléguées à plus d'une dizaine de secondes. Donc voilà, donc les 4 premières citées seront aussi les 4 qui seront au podium après la première étape. Célia qui aura le maillot jaune, Lucie le maillot vert, Paola le maillot blanc, puisque c'est toujours une première année, et Megan qui aura le maillot à pois, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, ouais, donc sur cette première étape. Donc après, on a eu une deuxième étape, qui là était une étape en ligne, d'une 90 km, donc qui partait du Waterslade, du centre Waterslade, et qui revenait
en faisant plusieurs boucles bah, dans les petites montagnes environnantes. Donc il y avait un com sur chaque tour, il me semble. Donc un Grand Prix de la montagne qui s'est disputé principalement entre deux coureuses qui étaient Nina Lavenu et Puck Langenbach donc pour l'équipe de France d'un côté et le VF Rheindel de l'autre. Donc c'est vrai que c'est elle qui prenait les points au passage du Grand Prix de la montagne, mais il n'y a pas eu vraiment d'échappée qui a pu se dessiner là-dessus. Donc au final, ça va se terminer au sprint avec un gros peloton qui va vraiment se jouer la victoire sur la dernière pente vers Watersley, donc qui monte quand même pas mal sur les 500 derniers mètres. Ça fait vraiment une belle montée qui permet donc au final à la favorite de cette épreuve, donc Célia Géry, d'aller chercher une deuxième victoire. Donc après le chrono de la veille, elle va remporter cette première étape, ou deuxième étape. Elle mettra quand même quelques secondes sur ses poursuivantes qui sont notées à une seconde. Donc Oke de Beusser pour AG, Soudal Insurance, AG Insurance, Soudal Quickstep U19. Paola Hostiz qui avait fait troisième la veille refait une troisième place sur cette deuxième étape. On retrouve après un duo d'anglaises avec Arabella Blackburn et Esther Wong. Pour citer un petit peu les autres places intéressantes, Esme Bloch qui termine 7e pour Restore, Amalia Debarge, l'autre française, qui termine 8e, donc avec une belle montée finale qui lui permet d'aller prendre un petit top 10 sur cette course. On passe à la troisième étape, dont le départ et l'arrivée avaient lieu toujours au même endroit, à Watersley. Cette étape, donc il y avait pareil quelques petites montées sur un circuit, donc il y avait un tour de plus de circuit, mais bon ça change pas énormément. Deux coms sur le circuit et qui a vu dès le premier Grand Prix de la montagne une petite attaque donc entre Puck Langenbach, Nina Lavenu et une américaine qui était Lydia Cusack. Donc les trois ont essayé de se jouer un petit peu les points du Grand Prix de la montagne et elles ont réussi à faire un petit trou sur le reste du peloton. Donc elles ont continué toutes les trois. Donc à partir plus sur une échappée à 3. Au bout de quelques tours, on a Nina Lavenu, la française, qui va lâcher et qui va se faire reprendre par le peloton assez rapidement. Donc le duo devant réussit à prendre 1 minute 30. Et après, on a eu une grosse chute qui a mis au sol, notamment. Que je m'étouffe pas, ça serait mieux. Donc, qui a mis au sol notamment la française Célia Géry, qui était porteuse du maillot jaune. Et la chute était suffisamment grosse pour nécessiter une neutralisation de la course. Donc de plusieurs minutes, je crois que c'était 15-20 minutes qu'il y a eu d'interruption. Donc les deux coureuses de tête étaient toujours en tête, elles ont pu repartir en tête. Et après, donc au niveau du peloton, c'est reparti aussi, mais avec un petit peu, c'était quoi? C'était 1 minute 20 de retard, un truc comme ça. Et malheureusement, donc Célia, qui avait été prise dans la chute, a ressenti vraiment l'effet de la chute. Donc elle est repartie après, mais par contre, elle a rapidement lâché prise et a dû abandonner un ou deux tours après. Je crois, enfin oui, même juste dans le tour suivant. Donc voilà, malheureusement, la leader française qui est au sol et voilà, qui devra abandonner son maillot. Donc sur le reste de la course, ben, les deux qui étaient devant ont continué à rester devant. Derrière, ça a un petit peu attaqué. Il me semble que c'est Megan Arens qui va vraiment faire le coup, qui va permettre à une dizaine de coureuses de sortir. Donc le reste du peloton sera après relégué un petit peu plus loin. Devant, Puck va attaquer, donc lâcher sa compatriote américaine. Et donc elle va se diriger tout droit vers les pentes finales. Et donc là, ben, elle est arrivée vraiment toute seule avec une quinzaine de secondes d'avance sur ses poursuivantes. Donc elle a pu profiter un petit peu de la victoire. Derrière, on retrouve Paola Hostiz, l'Espagnole, qui a pu revenir déjà sur l'américaine et se défaire un petit peu de ses compagnons du groupe qui étaient d'une dizaine de coureuses. Donc elle va terminer avec Esther Wong et Arabella Blackburn qui était, je crois, à 300 mètres encore avec les deux, mais qui finit à 25 secondes, donc à 9 secondes derrière le duo
avec Paola et Esther. Derrière, on retrouve Daniela Ezinova pour la Dolcini, Watersley R&D, donc l'équipe locale qui joue à domicile. Et on retrouve après un duo de la Restore, donc avec Megan Arens et Esme Bloch. Ensuite, on a aussi un petit duo avec Lucie Benezemins, donc qui avait fait deuxième sur la première étape, accompagnée de Lydia Cusack, qui était donc dans l'échappée, qui termine à 1 minute. Et donc ça fait voilà, les 9 premières, et après on retrouve un petit peu le reste du peloton qui arrive à 2 minutes 19. Donc avec ben voilà, les autres qui n'ont pas pu se jouer vraiment la victoire. Donc voilà un petit peu le classement général. Ben on a une coureuse qui a été sur le podium sur les 3 étapes, donc Paola Ostis, donc qui est en première année, junior première année, donc qui gagne donc ce classement général avec 11 secondes d'avance sur Puck Langenbach, donc qui avait perdu un peu de temps sur le chrono inaugural, mais qui a bien repris sur la dernière étape. Esther Wong complète pour la Grande-Bretagne, donc cette 3e place. Et les maillots vont être pareil, un petit peu partagés entre les 2 premières, puisque Paola va prendre le maillot blanc et Puck va prendre à la fois le maillot vert et le maillot à pois. Pour la meilleure équipe, ça sera la Grande-Bretagne. Voilà, à peu près le tour de la question. As-tu eu des nouvelles de Célia suite à sa chute? Alors, je l'ai vue après la chute, donc elle avait a priori rien de cassé. Donc, déjà, c'est un bon point. Par contre, ouais, c'est vrai qu'elle avait l'air assez touchée, un petit peu sonnée, et voilà, avec le coup. Donc, voilà, je l'ai laissé aussi se reposer. Je pense que déjà, aujourd'hui, elle va un peu mieux. Je vais lui demander, je vais essayer de prendre des nouvelles. Mais voilà, rien de trop grave. Donc voilà, évidemment, on lui souhaite de se reposer, de pouvoir revenir rapidement, puisqu'il me semble que son prochain rendez-vous, ça va être les championnats d'Europe. Donc toujours avec l'équipe de France. Ok, ben oui, on espère que ça se passera bien pour elle et qu'elle pourra briller au championnat d'Europe. Amener un nouveau maillot. Je regardais sa plus mauvaise place quand elle est classée, qu'elle n'est pas DNF cette saison, c'est 10e. Et sur le reste du temps, je crois que c'est toujours dans les 4 ou 5 premières. Donc, Ouais, c'est impressionnant. Cactus, on avait aussi les Jeux paralympiques qui ont débuté, notamment sur la piste. Qu'as-tu à nous dire? C'est ça. Donc, ça a commencé jeudi avec le contre-la-montre 500 mètres. Donc, on avait 2 Françaises engagées, donc Heidi Gauguin et Marie Patouillet. Donc, Heidi n'a pas passé les qualifications, mais Marie a établi un nouveau record de France et allait finalement chercher une médaille d'argent, qui était, il me semble, la première médaille française lors de ces Jeux paralympiques. Et dimanche, on a eu la poursuite, donc avec deux catégories, on va dire, donc le tandem avec Elise Delzen et Anne-Sophie Santis, en individuel, si on peut dire, donc Guy Gauguin et Marie Patouillet là. Donc malheureusement, on a eu une disqualification assez tôt. Donc Anne-Sophie Santis a déchaussé puis rechaussé, ça a perturbé sa guide, donc Elise Delzen, et qui s'est donc glissé, si on peut dire, enfin qui a donc dirigé le tandem vers la zone grise, donc qui est de l'autre côté de la Côte d'Azur, qui est une zone interdite normalement, en supposant qu'il y avait un incident mécanique, mais incident qui n'existait pas. Donc elles ont été édifiées à la suite de ce passage en zone interdite, n'ont pas pu être reclassées après la découverte d'un éventuel incident. Pour le coup, là, ça a été terminé malheureusement pour elles, alors qu'elles avaient une belle chance. Et on a eu ensuite une issue plus heureuse, si on peut dire, sur la poursuite individuelle donc d'Heidi et Marie, puisqu'elles se sont opposées en finale, tout simplement. Donc on a eu une finale 100% française, où Heidi était favorite, mais où c'est finalement Marie qui s'est imposée pour ce qui était sa dernière course sur la piste. Donc elle est allée chercher son premier titre paralympique. Donc on l'a vu assez marqué par l'émotion après, notamment avec plusieurs malaises. Et donc c'était le premier titre paralympique pour une Française en paracyclisme sur piste. Donc c'était un moment au moins doublement historique, on peut dire.
Et on aura la revanche pour Heidi, on l'espère, dans la semaine qui arrive avec les épreuves sur route où elle sera là aussi une des favorites dans sa catégorie. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour des résultats, messieurs? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitiez aborder sur les résultats? Le VTT. Ah oui, il y avait un VTT, peu de quand même. VTT. Alors, Mais bon, j'ai pas il suivi. n'y a pas une Française dimanche, donc je sais pas si on en parle. Je sais pas, moi j'ai vu que moi j'étais sur la victoire dimanche pour Puck Langenbach sur Watersley, mais il semblerait qu'il y ait une autre Puck qui ait gagné, donc Puck Peters qui allait chercher ce titre de championne du monde. Je crois qu'elle est partie très rapidement dès le premier tour, elle a fait un petit écart et voilà, elle a pu garder son lead et aller chercher ce premier titre championne du monde chez les élites. Donc voilà, c'est super nouvelle pour elle. Il me semble même que c'est un doublé néerlandais, puisque c'est Anne Terpstra qui va prendre la deuxième place, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et bon, aussi à signaler que la course U23 a eu lieu en même temps que la course élite. Donc alors que ça devait être séparé, mais il y avait des risques d'orage sur la zone qui auraient pu être dangereux, d'une part pour les coureuses et peut-être aussi pour les spectateurs qui étaient sur zone. Et sur la course U23, c'est une certaine Isabella Holmgren qui a gagné, donc une qui sortait du Tour de l'Avenir. Et donc l'une des deux sœurs Holmgren, d'ailleurs, comme Puck avait fait très bon résultat sur le Tour de France. Ben voilà, Isabella va gagner, avait fait quoi, deuxième, je crois, sur le Tour de l'Avenir. C'est ça? Et donc ben voilà, elle va chercher le titre sur le XCO. Et deuxième, c'est une Française, c'est Olivia Onesti qui va nous chercher donc une médaille là-dessus. Et alors ouais, sur le XCC, comme Joe nous mentionne, il semblerait que c'est Pauline qui fait 2, il me semble. J'ai Ouais. j'ai pas suivi exactement, ouais, c'est ça, oui. Pauline qui fait 2 et Puck fait Oui, 4. il me semble que c'est ça. Vous pouvez pas dire que- Rappelle-toi, tu as mangé du chocolat. Si Joe mentionne aussi la deuxième Holmgren, donc Ava, qui ferait troisième sur le XCO, il me semble. Ça doit être ça, ouais, les deux sœurs qui sont, on va dire, un peu inséparables, puisqu'il me semble aussi qu'elles avaient déjà fait, oui, elles avaient fait championnat du monde de cyclocross à Uber-Ride, elles avaient fait 1 et 2, il me semble. Il y avait eu sur les juniors encore à l'époque. Que Lorraine Molenrath avait une crevaison, la seule crevaison de la saison, enfin bref. Voilà, les deux sœurs Holmgren qui réussissent plutôt bien, voilà, les deux qui sont dans la même équipe, donc voilà, c'est tout bon pour la famille. Bien. Allez, on a fait le tour pour la partie résultats. On va parler des courses à venir et moi je vais commencer directement avec la course à domicile, le Tour de l'Ardèche. Le Tour de l'Ardèche qui commence demain, mardi 3 septembre, et qui va s'élancer pour 6 étapes, dont un contre-la-montre pour la 4e étape. Le Tour de l'Ardèche, c'est un peu toujours la même chose, hein. C'est quand même des profils un peu accidentés, hein. On est en Ardèche. On n'est pas que en Ardèche, mais autour de l'Ardèche et en Ardèche. À noter cette année que pour la première fois de l'histoire du Tour de l'Ardèche, une étape partira de Tournon-sur-Rhône. C'est doublement signalé parce que c'est aussi la ville de Greta Ricciu. Donc, elle sera au départ et elle œuvre quand même pas mal pour le développement du cyclisme. Donc, c'est bien. Je suis certain qu'elle a participé en tout cas à convaincre Tournon de récupérer un départ d'étape du Tour de l'Ardèche. Donc 6 étapes avec le point d'orgue sera normalement la 5e étape, même si le contre-la-montre sur 15 km 700 devrait là aussi faire ressortir les meilleurs dans cet exercice. Mais la 5e étape arrive au Mont-Lozère, pour au moins la 2e année consécutive, si ce n'est la 3e. C'est une arrivée qui plaît bien aux organisateurs, qui permet d'avoir une belle montée et une belle étape avant, parce que faut quand même y arriver au Mont-Lozère, et donc faire de la sélection et avoir
pas une coureur complète qui va pouvoir gagner le Tour de l'Ardèche. Vous vous rappelez qu'il a gagné l'année dernière, messieurs, évidemment. Hein. Évidemment. Effectivement, je m'en rappelle. Oui, allez-y, donnez. Martha. Un point, c'était la première question du quiz. Fly, t'as perdu. Faut prévenir. C'est pas Martha. Ouais, c'est. Donc c'est Marta Cavalli de la FDJ qui l'a remporté effectivement l'an dernier. Il me semblait qu'elle avait gagné il y a 2 ans. Voilà. Donc si vous faites des quiz, utilisez la technique Fly, donnez prénom. Comme ça, vous gardez un éventail de possibilités. Je connais pas les autres. Ouais, mais lui, il donne des pucks, il donne des Lorena et il est tranquille. On a une start list intéressante pour ce Tour de l'Ardèche, comme souvent hein, d'ailleurs. On va avoir parmi les favorites, alors il y en a beaucoup qu'on peut trouver comme favorites, en tout cas mettre dans le top des coureurs pour ce Tour de l'Ardèche. Je vous renvoie à nouveau, comme Cactus l'a fait tout à l'heure, à l'excellent Mathieu Mitchell sur Twitter qui fait des très bons articles et qui a sorti un très bel article sur le Tour de l'Ardèche. Donc parmi les jeunes femmes qui vont tenter de remporter ce tour, on retrouve Léa Curigné, qui est elle aussi locale de l'étape, puisqu'elle est ardéchoise un peu plus au sud, hein, elle habite sur Saint-Péret, ses parents habitent sur Saint-Péret. On a Dominika Vlodarczyk avec l'UAE Development Team qui peut prétendre à quelque chose sur ce Tour de l'Ardèche. On a une grosse équipe IF avec, aller dans le désordre, Clara Koppenburg qui a déjà brillé, Clara Haymond, Nina Kessler, Laetitia Borghesi, ça fera plaisir à Cactus, Borghesi. Voilà, on a, pour toujours faire plaisir à Cactus, Usua Ostolazza pour la Laboral Kucha. On a surtout pour la Lotto Destiny Kalita de Jong qui sort d'un Tour de France assez exceptionnel, moi j'ai trouvé, parce que pour moi c'est une course qui est vraiment complète, qui est aussi bonne au sprint qu'en montée, donc c'est très intéressant d'avoir des jeunes femmes comme ça. Marion Bunel, évidemment, on en a parlé en large et en travers après sa victoire au Tour de l'Avenir. Bref, on a beaucoup de monde. J'oublie évidemment Valentina Cavallard. Le Mont Lozère, c'est une arrivée en montée. Il n'y aura pas de descente derrière. Elle a une carte à jouer aussi, évidemment. Bref, voilà, je ne vais pas vous citer tout le monde non plus. Mais vous retrouverez également des chouchoutes dont on vous a parlé dans les numéros précédents. On commencera à Amélie Hild, aux sœurs Hachimi, et Fly Olympia. Également à Olympia qui va faire sa première course avec Comugui. Donc voilà, ça va être intéressant. Donc j'espère que tous ceux qui sont dans le coin vont pouvoir venir. Cactus, t'es à Chambéry, c'est pas loin, un coup de train, pouf. Dimanche, on va faire le tour de l'Ardèche ensemble. En tout cas, moi j'irai dimanche. Et puis, voilà, on va bien en profiter. Voilà pour ce tour de l'Ardèche. Fly, on parle de quoi, toi, du coup, à travers les Hauts-de-France? Moi, j'avais prévu de les partir deux à travers les Hauts-de-France, mais il semblerait que la course cet été annulée. Donc, à cause du manque de policiers dû aux Jeux paralympiques, donc le manque de disponibilité. Donc, il y a eu plusieurs courses cette année qui ont été touchées, mais voilà, j'espère la dernière et qui reviendront l'année prochaine. Donc, il va quand même rester le Grand Prix de Fourmies, qui se déroulera dans le nord au niveau de Fourmies. Donc ça sera une course avec une grande boucle un petit peu, c'est la boucle habituelle, et puis après une petite boucle locale autour de Fourmies, et avec 4 ou 5 passages il me semble
dans la ville avec l'une des montées qui est juste après la ligne, donc en début de circuit. Et donc après le retour directement sur Fourmi. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, que l'an dernier c'était Martalac qui s'était imposé. Je vais vérifier parce que j'ai pas préparé. C'est ça. Mais oui, c'est bien ça. Martalac qui s'était imposé avec quelques longueurs d'avance sur Sophie Van Rooyen, donc qui est aussi Déjà. en forme. Voilà. Et donc, alors on a une start list, alors elle n'est pas définitive, mais on va quand même y retrouver Martalac qui devrait porter le dossard numéro 1. On y retrouvera aussi Sophie Van Rooyen qui ne portera pas le dossard numéro 2 puisqu'elles ne sont pas dans la même équipe. Mais qui sera donc avec une bonne équipe de la Volker Vessels, hein, avec l'autre Anne, pardon, sœur Anne et l'autre Anne Nainese qui sera. Voilà, il y aura que Scarlett, donc qui pourront jouer leur carte au sprint, puisque les grimpeuses seront plus sur l'Ardèche. On a aussi côté français la Cofidis qui va pouvoir s'aligner avec Victoire Berthaud et Valentine Fortin, a priori sur la Starlist provisoire. Voilà, après on aura aussi Arkea qui sera là, Saint-Michel qui sera là. Margot Vigier annoncée du côté de la Visma Lease the Bike aussi, pour les françaises. Maëlle Grostet qui a annoncé, alors je ne sais pas si elle sera là. Qu'elle était blessée, qu'elle avait. Je suis pas sûr qu'elle soit revenue, donc à suivre. Lotto Destiny qui sera là. Komugi qui aura une autre partie de l'équipe, donc sans Olympia ce coup-ci. Mais avec Chloé Charpentier et Victoire Jean Cheret pour les Françaises. Alors Laurie Millette est annoncée, mais elle sera en Ardèche, donc ce ne sera pas elle. Voilà, la S avec Mayo et Alice McWilliams qui fait pas mal de top 10 en ce moment. Coop, Dolcini, et après des équipes plutôt club, donc dans les N1 françaises. Donc on va retrouver le team féminin Chambéry, on va retrouver la team L Groupama Pays de la Loire, la Nester Woman Morbihan, le VC Morteau Montbenoît, Lyon Sprint Evolution et l'équipe de la championne de France amateur, donc de Sarah Pop, la Lady Namips, La Roche Vendée Cyclisme. Donc voilà, donc ces équipes qui aligneront un petit peu plus de françaises, qu'on espère forcément voir briller, et puis voilà, se montrer, et puis voilà, pourquoi pas aller chercher. Il y a une équipe qui ne sera pas là par contre, alors qu'elle devrait. Et oui, la FDJ. Effectivement, Ça, la FDJ qui ne sera pas là. Puisque Fourmi, c'est l'avant-dernière manche de la Coupe de France. Oui. Et normalement, les équipes françaises doivent participer. Donc, on peut supposer qu'il y aura peut-être une amende pour l'équipe. Mais d'un autre côté, c'est le problème du calendrier, c'est qu'on a plusieurs fronts et les effectifs ne sont pas extensibles. Oui, effectivement, puisqu'il y a la Romandie et l'Ardèche qui se déroule en même temps, donc compliqué d'avoir les équipes partout. Et avec l'annulation aussi du Grand Prix des Hauts-de-France, enfin à travers les Hauts-de-France, pardon. Ça faisait plus qu'une seule course de ce côté-là, et c'est peut-être ce qui a motivé l'équipe aussi à mettre plutôt l'équipe sur le Tour de l'Ardèche où il y avait une course de 5-6 jours. Il y a plus de points UCI à prendre aussi, enfin voilà. Faut penser à tout. Ouais. Eh bien, Romandie. C'est Romandie sera avec Chambéry, Cactus. Ah, il y a beaucoup de choses qui riment avec Chambéry aussi. Mais bon, donc effectivement, donc ce gros week-end, on peut dire, puisque c'est de vendredi à dimanche, on aura le Tour de Romandie féminin, donc pour sa 3e édition. Oula. J'ai un écho, pas normal. Nous, on t'entend bien, vas-y. Là, c'est bon. J'avais un écho. À un moment, ça faisait bizarre. Mais bon, donc on aura 3 étapes. Donc une première vendredi de 134 km entre la Grande Béroche et Lausanne. Donc une étape plutôt accidentée, mais pas trop difficile non plus, avec une arrivée en bosse, mais bosse pas répertoriée, donc un sprint qui sera sans doute un peu particulier. Le samedi, c'est ce qu'on peut qualifier ça d'étape reine, donc une étape courte, 102 km seulement entre Chipis et Vercorin. Donc avec 90 km quasiment tout plat,
et l'ascension donc de Vercorin, près de 10 km à plus de 8% de moyenne. Donc, on peut supposer qu'on aura quelques écarts en général. Et enfin, le dimanche, dernière chance de renverser la mise. Donc, étape accidentée, assez longue, 145 km, donc la plus longue de la course. Étape autour de Morges, avec plus de 2000 mètres de dénivelé positif, mais une arrivée sur le plat. J'allais dire, c'est pas forcément exactement le même profil, mais ça peut évoquer la dernière étape du Tour de Suisse qu'on a eu cette année. On avait eu un gros groupe qui avait tenté, avec notamment Juliette Labousse et Evita Music, il me semble, mais qui avait été repris dans le final et on avait vu une victoire de Demi Vollering. Et voilà, donc on peut imaginer un scénario un peu de ce genre-là, avec des tentatives de loin et une course assez tactique pour cette dernière étape. Donc la course est World Tour, donc on a une très belle start list annoncée, même si évidemment il va falloir les confirmations des équipes d'ici la fin de semaine. Donc les deux vainqueurs précédentes, donc Demi Vollering et Ashley Moolman, sont annoncés, sous réserve que la Sud-Africaine ait retrouvé sa forme, évidemment, puisqu'on rappelle qu'elle a dû renoncer au Tour de France notamment. Mais dans son équipe, donc à Gene sont également annoncés Loredo Shepherd, donc celle qui a gagné le Grand Prix de Chambéry justement, mais qui s'est également imposée sur le prologue du Tour de l'Avenir il y a quelques semaines. Justine Guekireux, donc vainqueur d'étape et maillot à poids sur le Tour, et Sarah Gigante qui a terminé 8e, me semble, du Tour. Si, ouais, comme ça. Je ne sais plus si elle fait 7 ou 8. Mais voilà, qui a terminé dans le top 10 en tout cas. On a également une très belle équipe Canyon avec Neve Bradbury, Elise Chabet, donc la locale si on peut dire, Chloé Deigert, Antonia Niedermayer et Katarzyna Niewiadoma entre autres. Donc côté Serradicit, ben là on va avoir justement une qui aurait pu être autour de l'Ardèche, Laura Asensio, avec également l'autre française, donc Cédrine Kerbaol, également Nina Berton, on peut citer. Cofidis sera également présente, ce sera la seule équipe hors World Tour à part la sélection suisse. Donc sont notamment annoncés Julie Bégaud, Anna Ludwig et Nicolas Noskova. Donc la FDJ Suez va aligner une très belle équipe également, avec notamment Loussa de Rest, Cécilie Utrup-Ludwig et Elita Music, ainsi que 2 championnes olympiques, donc Grace Brown, championne du chrono, et Vittoria Guadini, championne du Madison. Donc, on aura Yara Castellain et Paulina Royakers pour Phoenix. Une chouchoute, justement, Ghada Borghesi pour Human Power Health avec Ruth Edwards notamment. Elisa Balsamo, Beyer Alini, Shirin Van Anrooy et Hélène Van Dyke pour Lidl Trek. Mavi Garcia, Ingvild Gaskien, Ila Wiley et Urs Kasigart pour Livalula. Liane Lippert et Marijn Meiering pour Movistar. Tamara Dronova et Anna Kiesenhofer notamment pour Roland. On peut s'étonner de ne pas avoir Helena Hartmann qui est la championne de Suisse du chrono par exemple, mais là encore c'est en attendant la confirmation de l'équipe. Il n'y a pas de chrono de toute façon. Donc il n'y a pas de chrono, mais c'est une Suisse, peut-être la meilleure Suisse de l'équipe. C'est quand même une petite surprise à mon avis de ne pas l'avoir dans la start list. Après peut-être qu'elle se prépare justement pour les échéances à venir, notamment en chrono, puisqu'on rappelle que Marlène Reusser n'est toujours pas disponible et que ce sera elle qui devra représenter la Suisse, on peut l'imaginer, aux Europes et surtout aux championnats du monde qui se dérouleront à domicile à Zurich. Mais on y reviendra en temps voulu. Donc, pour la DSM, on annonce les 2 Françaises, donc Juliette Labousse et Glantine Raillet. À nuancer, on rappelle que Juliette Labousse, on en a parlé la semaine dernière, a coupé après le tour qu'elle a disputé avec le Covid, donc c'est pas sûr qu'elle reprenne dès cette semaine, on verra. SD Works viendra avec Nick Fischer-Black, Lotte Kopecky, d'après ce qui est annoncé toujours, Blanca Vas et Demi Vollering, mais pas Marlène Reusser, donc toujours indisponible. D'ailleurs, petite parenthèse sur la Suisse, elle est annoncée sur le départ de SD Works, on en a déjà parlé, et c'est malheureusement de plus en plus probable que la dernière course qu'elle ait disputée avec l'équipe soit la Vuelta à Burgos qui a eu lieu en mai. Elle n'a pas pu recourir depuis, malheureusement. Enfin, on a Visma qui va venir avec Rianne Marcus, Maud Oudman, Rosita Reinhardt et Eva Van Aert notamment. Eleonora Gasparini et Erika Magnaldi pour UAE. Catherine Alroud et Simone Boilard notamment pour UNOX. Et donc une sélection suisse comme on a l'habitude d'en voir sur cette course, sur le Tour de Suisse, et que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Dans cette sélection, la tête d'affiche, ce sera la coureure d'IF, donc la championne de Suisse, justement, il me semble, Noémie Rueg,
Donc, on aura un très beau plateau. On va pouvoir garder la main pour parler du mercato. Quelles sont les nouvelles neuves côté mercato? Eh ben, pas grand-chose cette semaine. J'ai noté deux annonces et deux prolongations. Donc, on va commencer par les prolongations. Deux prolongations chez Canyon jusqu'en 2026. Donc, pour la Polonaise Agnieszka Skalniak-Soyka et la Néerlandaise Meike van der Duyn. Donc, des coureurs qui vont rester dans l'équipe. À noter que pour l'instant, Ricarda Bauernfeind n'a toujours pas prolongé, il me semble. J'ai pas vu. Donc, c'est ça. Et je suis pas sûr pour Antonia Niedermayer. Bon. Je veux dire, je crois pas avoir vu ça passer, mais j'ai peut-être Non, raté des informations précédemment. j'essaierai de partir à la chasse aux infos. Voilà, c'est ça. Après, on rappelle que non prolongation, enfin, du moins pas encore d'annonce de prolongation, ne signifie pas forcément départ. On peut attendre des périodes plus propices aux annonces, etc. Et donc deux autres mouvements annoncés. Donc Maggie Collis-Lister, donc la Canadienne de Roland qui va rester en World Tour mais qui va retraverser l'Atlantique pour rejoindre Human Power Health. On peut imaginer qu'elle ait un rôle de deuxième sprinter derrière Pikulik et potentiellement de remplaçante à Audrey Cordon-Rago sur les classiques. Et la dernière recrue qui a été annoncée, et je vais dire doublement dernière recrue si on peut dire, c'est Niamh Fisher-Black, donc de SD Worx chez Lidl Trek pour 3 ans. Et je dis doublement dernière recrue puisque c'est la dernière recrue extérieure de l'équipe. On aura des prolongations à venir, sans doute, mais plus de renfort extérieur a priori, malheureusement pour Chacha. Grosse information. On t'entend plus trop là, 53. Je sais pas si t'as fait quelque chose. Non, rien touché, non. Mettez-moi du son. Ouais, c'est revenu. Parfait. Donc je disais, ouais, Niamh Fisher-Black, c'est la grosse info quand même. Grosse info. Après, voilà, c'est le problème de suivre les rumeurs, c'est qu'on a moins de surprises. Là, pour le coup, Niamh Fisher-Black s'était annoncé depuis plusieurs semaines, là où, pour reprendre l'autre mouvement qu'on a évoqué, donc Maggie Collis-Lister, c'était vraiment une surprise pour ma part. Mais effectivement, c'est un pari intéressant à voir. On peut s'attendre à ce qu'elle ait un rôle de deuxième leader, deuxième co-leader en tout cas derrière Gaillard et Alini et avec Ryan et Marcus sur les courses, puisqu'on annonce Elisa Longo-Borghini sur le départ. Et je veux dire, c'est intéressant dans ce sens-là, mais aussi dans le sens où SD Worx se dégarnit en quelque sorte, même si on a des coureurs qui sont encore sous contrat sur les prochaines années, que ce soit parmi les leaders avec Kopecky et Vibes jusqu'en 2028, Bredevold et Vaz jusqu'en 2027, plus Van der Breggen qui revient pour 2 ans. Même chez les équipières, on a quelques coureurs qui sont aussi sous contrat, mais on devrait perdre Demi Vollering, on devrait perdre Marlene Reusser, on va perdre Niamh Fisher-Black, on a l'expérience d'une Christine Majerus qui va partir également, donc il va y avoir un beau changement chez SD Worx qui sera intéressant à suivre également. Ce que je trouve curieux par rapport à une Fisher-Black, c'est que même s'il y a le comeback d'Anna van der Breggen, Van der Breggen ne va pas rester là 20 ans encore. Donc ça aurait été intéressant pour une Fisher-Black d'apprendre encore un peu aux côtés d'une Anna van der Breggen, voire de faire le pari qu'elle va revenir, mais peut-être pas au top. Et voilà, ça va lui permettre, elle, de se mettre encore plus en avant en restant à la SD Worx. Par qui elle était barrée, sinon c'est pas une Kopecky, c'est pas une Vives, elle est pas sur le même terrain, quoi. Ah bah si Kopecky se décide à jouer les grands tours, on a vu ce que ça a pu donner sur le Giro. Hein. Sans Denis Vollering, sans Neverima, sans beaucoup de monde. Mais moi, je suis pas sûr qu'une Kopecky, même bien entraînée dans ce sens-là, elle fasse le même numéro que ce qu'on a vu dans l'Alpe d'Huez, par exemple. On pourra pas savoir. Non, et voilà, c'est en ça que la saison prochaine s'annonce intéressante.
Après, Ouais, il faut pas oublier qu'on a aussi les questions, on n'a pas que des questions sportives, il y a le salaire qui va forcément pouvoir jouer aussi, etc. On sait que Lidl Trek a eu l'arrivée de Lidl l'an dernier qui a pu rajouter des fonds, ça peut jouer aussi dans l'équation. qu'est-ce que tu penses de tout ça, Fly? Je sais pas, j'avais pas trop réfléchi à la question. Non, mais c'est vrai, après, ce qu'on peut voir, c'est vrai que ouais, cette année, il y avait un petit peu toutes les. Enfin, et même les années précédentes, il y avait tous les meilleurs qui étaient chez SD Works et SD Works dominait. Là, c'est vrai que les voir partir un petit peu de tous les côtés, puisque a priori, Demi Vollering va aussi quitter l'équipe, bah, ça va, ouais, ça redistribue les cartes, donc ça fera une saison peut-être un peu plus intéressante. Et ben voilà, non, après, pour Fischer Black, c'est vrai que. Bah, il y a aussi, enfin, oui, aussi, après, rester dans une équipe tout au long de sa carrière, c'est pas forcément l'idéal pour certaines coureuses. Il y en a qui aiment bien changer d'atmosphère et voilà, découvrir d'autres philosophies d'équipe. Et bah, voilà, c'était peut-être aussi ce qu'elle voulait. Et puis, voilà, je pense qu'après, elle fait pas un mauvais choix, hein, je pense, de partir chez Lidl Trek, hein, ça reste Non, non. une bonne équipe aussi, hein. Oui, tout à fait. Bon, et par contre, on n'a toujours pas d'annonce sur Demi Vollering. Ça Toujours se trouve, pas? elle va Non. rester. Ouais, il me semble que ça a été officialisé qu'elle partait par l'équipe. Mais il y a un moment en plus, genre vers mars ou avril. Oui, bah, depuis, elle a pu re-signer. Ah, Ça avait plutôt l'air d'être les discussions. On a fait une proposition, ça a été rejeté, c'est fini. Ça avait plus l'air d'être dans ce ton-là, il me semble, hein. Non, a priori, elle avait pas dit oui. Et donc, du coup, ils ont considéré que c'était pas accepté. Hmm. Mais, voilà. Après, je vais dire, on attend peut-être je vais dire le moment idéal pour l'annoncer du Oui, côté de oui, sa future équipe. évidemment. bon, mais c'est quoi le moment idéal? Qu'on sache que c'est le moment où l'annonce va tomber. Je veux dire, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait prévu de le faire au lendemain du tour, mais que la victoire de Neviadoma ait un peu chamboulé les plans. C'est Et possible. peut-être qu'on attend par exemple les mondiaux, où elle sera une des favorites, sinon la favorite, Non, c'est Puck. ou peut-être la fin de saison, tout simplement, pour ne pas avoir de course qui puisse parasiter l'attention médiatique. Oui, ou pas avoir, voilà, ouais, oui, enfin, voilà, de détourner Comment l'attention intéresser pendant ces aussi le courses coach, et évidemment. Vas-y, Fly, vas-y. Allô, allô. oui, Pareil. Vas-y, Fly. C'est bon. si je vous perds, c'est pas bon. Ah Non, bah bah, vas-y, tu peux y nous on aller. t'entend. Je vous entendais pas trop là. Quelles sont vos questions? Ah bah, c'était Bah, continue. Continue ce que tu disais sur Vollering. Qu'est-ce que je disais? L'annonce qui se fait attendre. Ouais, voilà, oui, c'est vrai qu'après, bah, de son côté, elle, pour la laisser se concentrer sur les courses avec son équipe actuelle, et de l'autre côté, l'équipe voilà, ne pas attirer l'attention et pouvoir laisser le focus sur l'équipe. Donc voilà, on Bon. attend, et puis de toute façon, en coulisses, il y a de fortes chances que ça soit déjà décidé. Mm. C'est ça, le moment de l'officialisation du transfert, pardon, n'est pas forcément, voire est rarement le même que celui de la signature du Ouais, contrat. effectivement. Bon, bah donc on va attendre les mondiaux. Ça tombe bien, super transition. Les mondiaux avec Pauline Ferrand-Prévot. Ouais. C'est quoi cette histoire? Et ben elle a annoncé apparemment après les championnats du monde qu'elle arrêtait totalement le VTT, que c'était sa dernière course et qu'elle allait reprendre très rapidement sur route. Et donc elle a dit qu'elle allait reprendre sur les championnats du monde route, alors que ça fait 5-6 ans qu'elle n'a pas fait de course sur la route. Donc c'est vrai que c'est Bah, il y a eu quelques championnats de France, mais oui, il me semble que c'était 2020 ou 2021 qu'elle avait fait, mais ça le reste dernier qui est référencé sur First Cycling, c'est 2021, ouais, effectivement. donc c'est ça, à Épinal, la seule fois où je l'ai vu sur route, je crois. C'est Euh, ça. donc voilà, donc ça reste quand même il y a plusieurs années. Elle a rien fait cette année et ben, a priori, elle aurait fait un petit peu le forcing pour venir pour être sélectionnée.
parce que l'année prochaine, elle sera sur route avec Visma Lease a Bike. Donc ça, c'est connu, mais voilà, elle n'a rien fait cette saison et elle serait sélectionnée. Alors que voilà, il y a plein d'autres coureuses qui ont fait toute la saison et je pense qu'ils mériteraient leur place. On a aussi le fait que c'est championnat du monde élite et U23. Donc c'est vrai que la course U23 sera en même temps. Donc ça fait voilà, laisser moins d'opportunités aux coureuses U23 qui en plus ne feront pas les championnats d'Europe. Donc ça leur fait très peu de courses dans l'année. Mm. Et elles avaient une chance voilà, de pouvoir peut-être aller chercher un maillot arc-en-ciel. Quand on voit les performances de Marion Bunel sur l'avenir, on pouvait se dire que voilà, sur Mm. des mondiaux, elle aurait pu aussi peut-être aller chercher le maillot. Donc voilà, Pauline qui n'a rien fait vient prendre la place. Moi, je suis un Alors, peu attends, moi, Ouais, je t'arrête, Fly, je t'arrête. C'est une information ou c'est une rumeur? a priori, elle a il me annoncé semble cet que été, hein. Alors du coup, c'est pas officiel parce que la sélection officielle n'est pas sortie, mais c'est elle qui l'a annoncé. du Ok. moins, à minima, il y a une volonté de sa part d'être dans l'équipe de France pour les mondiaux. Mais est-ce que ce serait vraiment pertinent? J'allais dire, j'en ai parlé un peu sur Twitter aujourd'hui. Mais voilà, sur sa dernière course sur route UCI, donc qui sont les France, elle termine derrière Morgane Coston et derrière Amandine Fouquenet. J'allais dire, là, ça va être autre chose niveau concurrence. Pour moi, j'allais dire, j'ai pas d'informations particulières sur son niveau, etc. Mais je suis vraiment pas convaincu qu'elle soit coureur protégé. Parce quand on a des Vita Music, des Cédrine Carbaol, des Juliette Labousse et des Marion Bunel pour le titre 23, on n'est pas, enfin, je pense que elle va être, si elle est là, pour moi, elle est là en tant qu'équipière. Est-ce qu'elle a vraiment l'allure d'une équipière? Ou est-ce que quand elle va sur une course, elle y va toujours pour gagner? Voilà, après, ça peut être un problème qui va se poser aussi. Mais Bon, voilà, c'est parce pour que hein. j'allais dire, j'avais regardé, en supposant qu'on ait 8 places, ce qui me semble être le cas, on peut imaginer une équipe avec Juliette Labousse, Evita Music, Cédrine Kerbaol, Pauline Ferrand-Prévot, Marion Bunel pour le titre 23, Léa Curigné qui, je pense, mérite largement une sélection en tant qu'équipière, et il resterait 2 places pour des Jade Viel, des Maëva Skiban par exemple, voire des Julie Bégaud, pourquoi pas, si on veut une autre chance U23, même s'il me semble que Maëva Skiban est aussi dans cette catégorie. Donc on peut avoir une équipe très, très intéressante. Après, on sait que c'est pas nous qui aurons les clés de la course. On en reparlera encore le moment venu, mais je veux dire, on a eu la composition néerlandaise également. Là, pour le coup, il me semble que c'est officiel, Oui. avec une sélection construite autour de Demi Vollering. Et de Puck Donc Peters. avec Vollering, Pieterse, Voss, Rianne Marcus, Van Anrooy, Bredevold et Roy Akers. Donc là, avec une équipe comme ça, je pense pas que ce soit la France qui mène la danse, on va dire. Ouais. Après, bon, de toute façon, c'est toujours le jour de la course hein, qu'on voit ce qui se passe. Monsieur. Mais voilà. Pour l'instant, on n'a pas la sélection française. Ouais. Ça serait une surprise de voir Pauline Ferrand-Prévot dans le sens où elle n'a pas fait de route depuis un moment et où nous, suiveurs, on va dire, on n'a aucune certitude sur son niveau. Ouais. Après, est-ce que elle a commencé à retravailler la route et que ça peut expliquer qu'elle ait été moins performante que d'habitude sur ses derniers mondiaux en VTT, par exemple? Ça peut s'envisager également. Mais et à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude sur le fait qu'elle puisse être, je veux dire, qu'elle puisse ne serait-ce que jouer un top 10 sur un parcours comme celui qu'on va avoir à Zurich. Ouais. Les caractéristiques, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à ces performances du week-end en VTT, les caractéristiques route correspondent quand même plus au XCO et les caractéristiques cyclocross correspondent plus au XCC, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'en sais Euh, rien. Bah après, normalement, c'est le même circuit, c'est juste que le XCC, c'est un tour et le XCO, c'est 5 tours, il me semble, hein. Ouais, mais justement, ça demande de l'endurance, ça demande plus la route. Ouais, ouais, ouais. J'allais dire, Et c'est là où elle a paru très en verve, on va dire. Ouais. Après, bon, forcément, si on compare à Puck Peters qui a brillé sur le Tour de France et qui a brillé là sur le VTT, c'est vrai que on peut pas dire que voilà, les deux sont incompatibles, hein. Mais ouais, c'est vrai que non, si, après, si voilà. déjà, si déjà elle est un peu en retrait sur le XCO, voilà, si elle est
pareil derrière Puck sur les championnats du monde, sur route. Où est-ce qu'elle sera par rapport à Demi Vollering? Ouais, ouais, Bah ça, et puis l'exemple, même, je veux dire, elle a fait son retour il y a quelques saisons sur les cyclocross où elle avait été championne du monde, etc. On a vu que c'était plus compliqué que ce que ça ne l'était en VTT, alors qu'on peut imaginer que ce sont des efforts qui sont physiquement plus proches que ne le sont le VTT et la route. Oui, 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 le cyclocross, c'est un petit peu entre les deux, quoi. Donc si déjà, ouais, le fait de repasser sur le cyclocross, elle est plus en difficulté et aller encore plus loin comparé au VTT, ouais, l'écart sera peut-être encore plus grand. l'exemple Puck Peters, c'est bon aussi. Elle est en ce moment, Puck Peters, elle est orientée route, on va dire. Elle est sur une forme route. On voit bien avec le Tour de France qu'elle a fait. Et elle remporte le titre en XCO, alors que sur le XCC, qui est plus court et punchy, bah, il y en a d'autres qui sont meilleurs qu'elle. Donc, alors qu'une Puck Peters entraînée type cyclocross pourrait certainement bien briller aussi sur du XCC, hein, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est assez étonnant, effectivement, de voir une Pauline Ferrand-Prévot avoir ce genre de prétention avec la forme qu'elle affiche actuellement, même si elle a été championne olympique il n'y a pas si longtemps non plus, hein, bien entendu. J'ai un dernier petit truc à rajouter là-dessus. Avant, est-ce qu'on a des réactions dans le chat? Je veux dire que ce soit sur le sujet Pauline Ferrand-Prévot ou même globalement. Non, il y a Joe qui nous avait demandé un avis par rapport à Pauline, donc je pense qu'on a répondu à sa question. Ça, et pour le coup, je veux dire, je sais pas quelle est votre position là-dessus, mais je veux dire, je pense que Anna van der Breggen sera plus, je veux dire, en capacité de peser sur les courses à son retour la saison prochaine que ne le sera une Pauline Ferrand-Prévot qui a été éloignée pendant plus longtemps et qui a, à mon avis, il y a plus de différence entre la route qu'a connue Pauline, même quand elle a gagné la flèche, etc., et maintenant, entre les dernières années de Van der Breggen, Van der Breggen, elle prend sa retraite, enfin, elle fait sa pause maintenant, on peut dire. En 2021, c'est tout récent. J'ai dit, on a déjà les grandes leaders qu'on a maintenant, etc. Ça reste quand même déjà il y a plusieurs années, mais oui, c'est plus proche, effectivement. Il y a 3 ans, mais voilà, je pense que Van der Breggen sera plus adapté aux évolutions que ça a connues depuis que ne le sera Pauline Ferrand-Prévot qui est éloignée depuis plus longtemps. Oui, et en plus, on peut citer aussi Van der Breggen qui reste quand même dans le peloton, puisqu'elle est dans la voiture derrière le peloton, donc elle suit quand même aussi comment se déroulent les courses. Et après, ben, je pense qu'elle Ouais, s'entraîne aussi un petit peu avec l'équipe, quoi. c'est ça, il me semble qu'elle participe au stage sur le vélo également, etc. Ouais. Plus le gravel. Après, moi, je serais quand même plus prudent si on parle de l'année prochaine. Là, on parlait des championnats du monde, c'est quand même une échéance courte Oui. et pour être préparé, ça me paraît compliqué. Pour l'année prochaine, attention quand même, la capacité de travail d'une Pauline Ferrand-Prévot, elle est quand même énorme aussi, hein. Donc, même si elle commence à être âgée, entre guillemets, hein, je peux me permettre de dire ça, je suis plus vieux qu'elle. Elle a quand même une capacité de travail qui est assez exceptionnelle et c'est ce qui lui a permis d'arriver là où elle en est arrivée, bien entendu, hein. Donc, sur la route, Les autres font pas rien non plus, hein, mais... ouais. Donc, voilà, on verra ça. Eh bien, on peut passer au focus, mon cher Cactus. Alors voilà, si vous avez vu, si vous avez vu sur Instagram, j'ai donné un petit indice sur le focus, donc qui était une licorne. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Moi, j'ai pensé à Elisa Balsamo. 53? Non, moi, j'espérais qu'il le fasse sur Nina l'Avenue. Ah, j'ai dit. Les juniors, je vais laisser ça à Fly pour le moment, hein. Mais non, donc je vais vous donner un peu plus d'indices alors. Je vais vous donner certaines des coureurs qui ont été coéquipières avec la femme dont on va parler aujourd'hui. Tu vas dire Donc, alors, il y a Audrey Cordorago, effectivement, dans les coéquipières. Alors, on a également Alison Jackson, Cécilie Uttrup-Ludwig, Demi Vollering et Victoire Berthaud. Je vais rajouter comme dernier nom Martina Alzini dans plusieurs équipes différentes. Quelle est sa nationalité?
Ah, si je la donne, ça va être trop facile. Elle est allemande? Mais pas allemande. Elle n'est pas allemande. Ok. Elle est passée chez Coop, enfin, ou l'équipe high-tech à l'époque avec Audrey. Wiggle High Five peut-être, ça s'appelait comme ça. Non. Non, Wiggle c'était pas Non, en moi, je Belgique. dirais Eri Yonamine. Ouais, d'ailleurs, je vous laisse une dernière question / proposition chacun. Et sinon, on commencera. Enfin, on commencera de toute façon, mais sinon, je donnerai la réponse. Donc, la proposition n'était pas la bonne. C'est quoi? J'ai pas entendu ta. Moi, je disais Eri Yonamine. Non. Elle a Mais jamais, ce sera un sujet intéressant pour un focus également. elle a jamais été avec Victoire. Mais c'est une de chez Cofidis. Mais a priori, si elle n'est pas allemande, c'est pas Anna Effectivement. Ludwig. Effectivement. Euh, On nous a pas déjà fait Karagopenbourg. euh, On n'est plus chez Cofidis d'ailleurs. ouais. Mais du coup, j'arrive pas à citer qui. Bon. Ah, il s'agit de Nicola Noskova. Ah, Effectivement. Donc Nicola Noskova, qui est tchèque, donc qui est né le 1er juillet 1997. Alors, à Jablonec nad Nisou, je ne sais pas du tout comment ça se prononce en tchèque. est-ce que tu sais où ça se situe? En République tchèque. J'aurais pas dit mieux. Bonne réponse. Après, ou plus précisément, non, je suis pas allé beaucoup plus loin dans les recherches. Donc, je vais dire, et elle fait du cyclisme assez tôt déjà, donc avant même les juniors, donc dès les cadets. Et en junior, pour sa première année, donc en 2014, elle remporte son titre national contre la montre et se classe 4e de la course en ligne des mondiaux à Ponferrada, donc sur un parcours quand même pas tout simple, on va dire. L'année suivante, donc elle est toujours junior, mais elle dispute quelques courses UCI, donc en point 2 avec la sélection tchèque, donc notamment le Tour de Fémini, dont on vous a déjà parlé cette année, où elle remporte le classement de la montagne, et une course en France, le Trophée d'Or féminin, donc elle termine 12e. Elle se classe également dans le top 10 des championnats d'Europe, donc sur le chrono et sur la course en ligne. En 2016, pour sa première année espoir, elle est déjà 4e des championnats de République tchèque élite, 15e du Tour de Pologne, et elle participe aux championnats d'Europe et aux championnats du monde, à chaque fois sur la course en ligne. Et c'est en 2017 qu'elle va signer dans une équipe UCI, donc chez Bipink Kojas à l'époque, avec laquelle elle va se classer 13e du Grand Prix de la Liberazione Pink. Bon, j'ai pris les noms sur First Cycling. Il me semble que c'est les noms actuels. Donc la course n'avait peut-être pas le même nom à l'époque. Ceci étant dit, elle est également 7e de Durango, 6e et meilleure jeune de l'Emakumen Bira, une course de 5 étapes en Espagne, au Pays Basque, comme son nom peut l'indiquer, où elle n'est battue que par Annemiek van Vleuten sur la 4e étape. Elle remporte ensuite sa première. Oui. Je continue. Ah oui, on t'écoute. Non, j'allais dire, il y avait des bruits, mais voilà. Donc, elle remporte ensuite sa première victoire professionnelle, le Giro del Trentino, donc dans ce qui reste la dernière édition de cette épreuve, malheureusement. Puis remporte les championnats de République tchèque en faisant le doublé, donc contre la montre et course en ligne. Puis elle dispute le Giro. Donc pour sa deuxième année espoir, elle termine 19e et deuxième meilleure jeune derrière Cécilie Trup-Ludwig. Elle termine notamment 12e de la dernière étape. Elle dispute ensuite la course by le Tour. Donc cette année-là, 2017, c'est une arrivée au sommet de l'Izoard, où elle termine 21e. Elle dispute ensuite le championnat d'Europe Espoir, pardon, puis le Tour de l'Ardèche, justement. On en a parlé aujourd'hui. Bon, pas de l'édition 2017, on doit l'admettre. Et donc, elle termine 6e et meilleure jeune du Tour de l'Ardèche, puis elle finit sa saison avec les mondiaux. En 2018, elle est toujours dans l'équipe Bipink, donc toujours dans l'équipe italienne, où elle dispute l'Estrade Bianche qu'elle ne termine pas, puis elle retourne au Pays Basque, donc là on est au mois de mai, avec là encore Durango et l'Emakumen Bira, mais avec moins de succès que l'an dernier, enfin que l'année précédente. Et elle dispute également
ce qu'on peut appeler le week-end du Morbihan, donc la classique Morbihan et le Grand Prix de Plumelec, où elle termine 17e de cette course, donc du Grand Prix de Plumelec justement. Sur les championnats nationaux, elle termine 2e, puis elle prend la 6e place du Tour de féminine. Et viennent ensuite ce qui était sans doute son objectif de cette saison 2018, donc les championnats d'Europe Espoir, qui étaient justement en République tchèque, où elle va se classer 3e du chrono et elle va partir en échappée pendant 75 km sur la course en ligne, échappée qui va se conclure par une victoire et donc par un titre européen chez les Espoirs. Et elle termine la saison avec une 12e place au Grand Bornand sur la course by le Tour, là aussi sur un parcours montagneux. En 2019, elle rejoint une équipe plus cotée, on peut dire Cervélo Bigla, mais elle va débuter sa saison assez tard sur les Ardennaises où elle est à chaque fois dans le top 40. Puis elle dispute le Tour du Yorkshire, à nouveau les Macoumen Bira, puis le week-end du Morbihan où elle est 6e de la classique et 18e du Grand Prix de Plumelec. Il dispute ensuite le Bretagne Ladies Tour, les Jeux européens et le Giro, puis la course by le Tour à nouveau où elle est 27e sur le circuit de Pau. Elle part ensuite pour l'Écosse, donc où elle termine 9e et meilleure jeune de l'unique édition à ce jour du Women's Tour of Scotland, puis se classe 14e de la Classique Lorient Agglomération et 10e du Tour de l'Ardèche, où elle termine 2e sur la dernière étape, cette fois-ci derrière Marianne Vos. Donc elle participe aux mondiaux à Harrogate, puis termine 3e du Giro dell'Emilia et finit sa saison par une 12e place sur le chrono des nations. On arrive en 2020. Ses objectifs pour cette saison, ce sont les Jeux Olympiques à Tokyo et les mondiaux à Martigny. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques perturbations en 2020 dans le calendrier des courses. Et comme un problème n'arrive jamais seul, l'équipe Bigla connaît des problèmes de financement cette même année. Et si un nouveau sponsor arrive au 1er août, donc Polka, ça ne va pas sauver l'équipe. Loin de là, puisque le sponsor ne va pas remplir ses obligations financières et l'équipe va être contrainte à l'arrêt prématuré le 16 octobre. Donc Nicola Noskova, elle, commence sa saison fin juillet. Elle n'a pas pu courir avant le confinement. Donc elle dispute les Macoumen Nafarroaco, puis le championnat de République tchèque de contre-la-montre qu'elle remporte avant de terminer 4e de la course en ligne. Elle participe aux championnats d'Europe et aux mondiaux, où elle termine respectivement 40e à Ploué et 64e à Imola, puis la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, où elle termine sa saison. L'année suivante, elle rejoint une des meilleures équipes du monde, donc la Team SD Works, et elle débute sa saison sur route, sur la Flèche Brabançonne, puis au festival LC Jacobs. Après un nouveau titre national sur le chrono et une 4e place sur la course en ligne, elle dispute à nouveau la course by le Tour, où elle est équipière. Donc, elle va terminer à une très anecdotique 93e place. Le plus important, c'est la victoire de sa coéquipière, Demi Vollering. Elle dispute ensuite le Tour de féminine avec la sélection tchèque, mais elle tombe. Elle souffre notamment d'une commotion cérébrale et elle doit abandonner. Elle participe ensuite au championnat d'Europe, mais elle finit la saison quand même avec une grosse déception, celle de ne pas avoir été sélectionnée pour les Jeux Olympiques à Tokyo. En 2022, elle n'est plus chez SD Works, elle revient au pays, en République tchèque, dans une équipe non UCI, où elle va disputer de nombreuses courses donc, au niveau amateur, notamment des critériums. Elle va remporter quelques courses, comme un contre-la-montre en avril, et des courses amateurs, comme je vous disais, donc le Mammouth Tour en mai et le Laoui Tour au mois d'août. Et elle participe également à l'étape du Tour, qui est organisée en République tchèque, donc où elle termine 4e et première femme. Elle termine également 4e de ses championnats nationaux, donc contre-la-montre et course en ligne, et participe au championnat d'Europe. Elle retrouve une équipe UCI en 2023, ce qui pourrait sembler être une bonne nouvelle, mais vous allez très vite déchanter puisque l'équipe qu'elle rejoint, c'est ZAF. Donc ça débute bien malgré tout. Elle termine 14e du Tour Down Under, puis de la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Donc, elle passe ensuite par l'Espagne. Elle se classe 3e de la Vuelta CV Femeninas. Puis, elle est 15e de l'UAE Tour. Mais elle est ensuite rattrapée par le Covid, donc qui l'affaiblit sur la Vuelta Extremadura et la contraint à abandonner le Trofeo Binda. Elle participe ensuite à la Flèche Wallonne, qui est sa dernière course sous les couleurs de ZAF, puis au Tour de féminine avec une équipe mixte, qui regroupe ZAF et une autre équipe donc, que je n'ai pas notée malheureusement. Elle va finir par changer d'équipe, comme beaucoup.
Donc, pour rappel, Audrey Cordorago a rejoint Human Power Health juste avant Roubaix, par exemple. On a eu également Michaela Daniele De Francesco, pardon, chez Arkea, dans cette même idée. Elle va rejoindre Massy Tactics au mois d'août et va débuter avec sa nouvelle équipe sur la Périgord Ladies et la Picto Charentaise. Elle participe ensuite à 2 courses qu'on a évoquées dans cet épisode, donc le Giro Toscana Internazionale Femminile et le Tour de l'Ardèche, mais elle ne va pas terminer. Et donc cette année, elle a signé chez Cofidis. Elle a débuté son aventure avec l'équipe nordiste avec une 2e place sur les championnats de République tchèque de cyclocross, puis avec une 8e place au classement général de la Setmana Ciclista Valenciana. Il participe ensuite au Stradé, puis termine 7e du Trofeo Euro in Euro et 17e du Trofeo Binda. Il participe ensuite à la Flèche Brabançonne, à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège. Lors du week-end morbihanais, donc classique Morbihan et Grand Prix de Plumelec, elle est aux portes du top 20, 22e et 21e. Il dispute ensuite la Navarra Elite Classic, qui voit la victoire de sa coéquipière Anna Ludwig, et l'Itzulia Women, pardon. Il dispute ensuite l'Alpe Grésivaudan Classic et le Tour of Britain, avant de se classer 9e du Tour des Pyrénées, avec en prime le classement de la montagne. Elle dispute à nouveau donc, ses championnats nationaux où elle termine 2e du contre-la-montre derrière Julia Kopecki et 6e de la course en ligne, mais elle n'est toujours pas sélectionnée pour les Jeux Olympiques, malheureusement pour elle. Elle dispute ensuite le Giro où elle ne terminera pas la course à cause d'une chute et le Tour de France où là elle va terminer avec entre-temps le Crest Elite, mais elle va être malade sur le Tour et ne pourra pas s'exprimer au meilleur de ses qualités. Elle a récemment terminé 39e de la Classique Lorient Agglomération, mais elle a été prise dans la chute qui a perturbé le groupe qui s'est joué la 4e place, donc vous vous en rappelez peut-être. Et elle est annoncée, donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur le Tour de Romandie. Malheureusement, ces dernières années ont été marquées par les chutes et par les maladies, et par la malchance, notamment au niveau des équipes avec ZAF. Mais elle a du talent, et j'espère qu'elle pourra l'exprimer l'an prochain, si possible, toujours avec la Cofidis. Et donc, petite parenthèse, elle fait aussi du cyclocross. On a rapidement évoqué, elle s'est notamment classée vice-championne du monde sur la course Espoir en 2016 et 3e sur les championnats d'Europe Espoir en 2017. Merci pour le portrait de Nicolas Noskova, Pectus. On aura appris des choses avec Fly et on aura retenu surtout la Mammouth Race qui nous a fait sourire tous les deux. Oui. Ah bah les courses amateurs, c'est un océan de noms bizarres. Bien, bon, bah écoutez, on va finir par un petit quiz rapide quand même. Je ne vais pas vous laisser faire comme ça, messieurs. Allez, un quiz qu'on attend depuis 3 épisodes. Voilà. C'est un quiz façon gâteau au yaourt, hein, mais vous en contenterez pour ce soir, ça sera le dessert. Allez. Bon, il y a des indices quand même. Ah, par contre, c'est-à-dire, il me semble que c'est le premier quiz qu'on fait en live. Oui. Ah oui. Alors, est-ce que le chat joue dans la mesure où il y a un chat? Ah bah, le chat peut donner des indices à Fly parce que Cactus ne le voit pas, c'est ça? Bah, techniquement, je peux aller regarder Twitch depuis le téléphone, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, sachez que sur le chat, si vous répondez ou si vous tentez de donner des réponses, vous aidez Fly plus que Cactus. Ah. Mais voilà, mais justement, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on considère que le chat est le 3e joueur? Ah ben le chat peut donner, peut choisir son camp en quelque sorte. Hein. Soit il aide Fly, soit il n'aide pas Fly en fait. Après, voilà. C'est moi. Et après, c'est moi. Soit je dis que c'est le chat qui a répondu, soit je dis que c'est moi. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on regarde le replay pour être sûr que tu vas pas tricher? Non, parce que le chat n'apparaît pas. En plus. Le chat n'apparaît pas sur le replay? Ah si, sur le replay sur Twitch, oui. Sur le replay sur YouTube. Oui, bon, allez, le chat prend ses responsabilités de toute façon. Mais est-ce qu'il y a un chat? Est-ce qu'on a des réponses à ce sujet pour l'instant? Pour l'instant, il y a un chat. Enfin, il y a personne qui a répondu, mais le chat est actif. Bon. On verra. J'allais dire. Vous avez eu des indices sur le quiz pendant cette session, évidemment. Il y a un maillot FDJ derrière toi. Déjà, ouais, premier indice. Et deuxième indice. Et tu as parlé du Tour de l'Ardèche. Voilà.
Très bien. Donc, vous pouvez fermer vos First Cycling, s'il vous plaît, messieurs. Ok. Ce qu'on va faire, l'an dernier, c'est effectivement Marta Cavalli de la FDJ Suez qui a remporté le Tour de l'Ardèche. Je vais vous demander, on va commencer avec l'édition précédente, donc de 2022. Et ça sera la question qui va vous permettre de prendre la main ou de la donner. De me dire quelle est la coureur de la FDJ Suez qui a eu le meilleur résultat au classement général final du Tour de l'Ardèche 2022. Vita Musique? Non? Fly? Comment elle s'appelle? Ah, si j'oublie les noms en plus. Victor Guillemot. Non. Mince, raté. Jadviel? Non. Fly? Qui c'est qui reste après? Qu'est-ce que je pourrais dire? Coralie Demey? C'est pas vieux 2022. Non, elle était pas. Non. Non. Non plus. Alors, je vais vous aider un peu parce que je me sens perdu. Il y a un piège. Là, si sur la question d'introduction on est déjà largué, ça va être bien comme quiz. Il y a un piège. Il y a un piège en plus. Il y a un piège et normalement, le contenu de ce podcast devrait vous aider à trouver le piège. C'est en quelle année il faut chercher là d'ailleurs? T'as dit 2022. 2022, ok. Il me semble qu'il y en a eu un en 2022 quand même. Il y a eu un tour féminin de l'Ardèche en 2022, en même temps que le Tour de Romandie, en même temps que la Coupe de France. Ah, mais ils ont pas C'est participé. pas Ashley Moolman, mais qui n'était pas. Bonne réponse de Fly. Il n'y avait pas de participants FDJ puisque l'équipe n'était pas engagée. Alors Fly, question quand même subsidiaire pour toi. Il n'y avait pas d'équipe FDJ. Mais par contre, il y avait dans ce Tour féminin de l'Ardèche 2022 des coureurs qui avaient déjà fait partie de l'équipe ou qui ont fait partie de l'équipe ensuite. D'après toi, quelle était la mieux classée? Est-ce qu'on l'a cité là déjà dans ce qu'on disait? Non, vous ne l'avez pas cité là présentement. Par contre, on a cité son nom tout à l'heure en évoquant des engagés. C'est Cécile Ludwig? Hélas, non. Hélas, non. On l'a Il cité. n'aura pas le point bonus. On va citer, mais ce n'est pas elle. Ouais. Non, il s'agit de Lucia Derest qui avait fini deuxième derrière Anthony Niedermayer. Pour l'anecdote, j'étais allé voir l'étape à Alès cette année-là. Cactus, du coup, tu as droit de prendre la main puisque Fly a déjà eu une bonne réponse. 2021, quelle est la meilleure coureur FDJ Suez, FDJ Nouvelle-Aquitaine, l'équipe de Stéphane Delcourt, qui a eu le meilleur résultat sur cette édition 2021? Alors, avant de proposer, je vais reposer la question. Est-ce qu'il y a eu une édition en 2021? Oui. En Toujours 2021, pareil. on est encore dans une période bien perturbée. Toujours pareil, en même temps que le Tour de Romandie, en même temps que la Coupe de France. Alors non, puisque le Tour de Romandie, c'est qu'à partir de 2022. Mais c'est en même temps que le Watersled Challenge, il me semble. Voilà, peut-être. Ou le CIMAC Ladies Tour, peut-être. Et pas du FDJ non plus, hein, Watersled Challenge. Et donc, est-ce qu'il y avait des FDJ? Enfin, est-ce qu'il y avait une équipe FDJ en 2021? Effectivement, il n'y en avait pas. Donc, même question que pour Fly tout à l'heure. Quelle est la coureur ayant appartenu avant ou après à l'équipe FDJ qui a eu obtenu le meilleur classement lors de cette édition 2021? J'ai le droit aux mêmes indices que Fly? Pourquoi il a eu quoi comme indice, lui? On l'a cité dans l'épisode. Oui, c'est moi qui l'ai cité.
Ça ne m'arrange pas du tout. Parce qu'il faudrait déjà que j'ai déjà du mal à me rappeler de ce que je dis dans un épisode. Ouais, faudrait que tu l'écoutes aussi. Hmm. Hmm. J'aurais bien Allez, envie de tente. dire Léa Curinier. Léa Curinier, non, elle était trop jeune, je pense, à l'époque. Bah, C'était Greta Richou. je veux dire 2021, elle doit déjà être chez Arkea à ce moment-là, non? Ouais, elle doit être chez Arkea, effectivement. Léa, Euh, elle était junior en 2019, donc elle était déjà hors des rangs juniors en 2021. Bah oui, parce que j'allais dire, il me semble qu'elle était chez Arkea avant de faire 2 ans chez DSM. Donc là, comme c'est sa première année chez FDJ, ça veut dire que DSM c'était 22-23, donc elle devait être chez Arkea en 21. En attendant, la bonne réponse était Greta Richou qui avait fini 31e. Oui, oui, non, mais nous, Elle aussi chez on a des infos, c'est pas la réponse de ton quiz, mais on a des infos quand même. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on revient à des choses plus normales. 2020, 2020, Fly. ça n'a pas eu lieu. T'as déjà vu du Covid en Ardèche, toi? On n'est pas touché par ce truc-là, nous. Effectivement, Non, c'est encore à la peste bubonique, c'est pas pareil. Ah, papa. Ça fait 200 ans qu'on l'a pas vu, celle-là. donc ça a eu lieu. Le Tour de l'Ardèche a eu lieu. Toutes les autres années, rien n'a empêché le Tour de l'Ardèche de se dérouler. Et Donc, donc, quelle était la mieux classée? sachant qu'elles ont participé, Oui. euh, hmm, Jade Biel. Non. Ah, mince. Cactus? Et Vita Music? Non. Fly? Euh, Tu veux un indice? ouais. Il n'en est pas un. Avant, on est toujours dans les règles de coureurs passés par la structure, mais qui n'étaient pas forcément à l'époque. Non, là, cette fois-ci, la structure a bien participé cette année-là. Donc, on est Oui, mais je sur. veux dire, là, c'est une coureur qui était dans l'équipe au moment de faire ce tour. Ah, bah oui. Oui, donc là, une Loussa de reste, par exemple, ça pourrait pas coller. Non. Bah non, parce qu'elle n'y a pas participé en 2020, de toute façon. Non, parce qu'elle n'était pas dans l'équipe, surtout. Oui, Pour la petite histoire, pour cette année-là, je suis allé aider l'équipe pour donner des bidons sur les ravitaux, sur une étape qui était plutôt montagneuse puisqu'elle était également dans le Vercors. Et on a même attendu et suivi la fin de la montée de Caracoponi, qui avait fini environ 1 heure de la vainqueur de l'étape et qui avait fini dans les délais, bon, à la limite, mais dans les délais. Je veux dire, ça me dit quelque chose, cette histoire. ouais, donc en fait, c'est pas Clara Copponi qu'il faut trouver. C'est déjà ça. Non, en même temps, sur un Tour de l'Ardèche, je l'aime beaucoup, Copo, mais là, c'est un peu trop dur pour elle. Euh, Hmm. Bah, on l'a cité aujourd'hui? Oui, toi, Oui, tu l'as donc cité. Victory Guillemont. C'est ça, c'est Hmm. Victo. Victory Guillemont. Cactus, Hmm. on passe à 2019. Bon, bah, les deux questions traditionnelles, est-ce que l'équipe y était? Non, je sais plus à peine de te poser ces questions-là. L'équipe y était maintenant. Donc, pas de Ok. souci, Est-ce qu'on l'a cité? bien sûr. Toi-même. C'est con parce que je vais encore tenter Vita Music et ça va être l'autre. Et donc, tu fais quoi? Mais je vais rester sur Evita quand même. Donc, tu fais bien. Et la Belgique finit 13e. Alors malheureusement, je crois elle n'est pas meilleure jeune en 2019. Elle se fait coiffer sur le poteau. Ah non, non, pardon, elle récupère bien le. Non, non, elle est bien meilleure jeune en 2019. Autant pour moi. Euh, donc voilà, c'était un beau résultat de sa part. Elle finit à 14 minutes 04 d'une certaine Marianne Vos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Vite fait, ouais. Et du coup, l'autre, c'était Jadviel. Mais parce qu'il faut pas juste dire l'autre.
Alors, Fly, 2018. Attention, là, ça commence à remonter. On va attaquer les retraités. Ah, donc c'est une qui est retraitée? En 2018, la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope décroche une 11e place au classement général, remportée par Katarzyna Niewedoma. Hmm. C'est juste pour dire qu'il y a eu du beau monde en Ardèche. Hein. Voilà. Ouais. Donc c'est une qui n'est plus dans les pelotons. Effectivement. Enfin, Euh, il n'est plus sur le vélo. Est-ce qu'elle était en début de saison dans une équipe en tant que directrice sportive et qu'elle a arrêté? Je sais plus, c'est possible, oui. Une Charlotte Bravard, par exemple. Ah non, excuse-moi, je t'ai peut-être mis, j'ai peut-être induit avec de l'erreur. Bon, ben, du coup, tant pis, hein. Cactus, Cactus. petite Bon, idée? ça commence à être une époque où je vais donner des noms au pif. Là, je vais dire Sarah Gillow. Ah, je sais pas si je peux l'accepter. Sarah Marche. Ouais, alors déjà c'est Chara, c'est pas Sarah. Ouais, bah, Effectivement, elle est inscrite sous le nom de Marche. Mais hein. à l'époque, elle n'était pas mariée. Ah ben c'est une bonne question ça, mais dans les Eh, palmarès, elle est inscrite, sur First Cycling, elle est inscrite sous le nom Marche, effectivement. ouais, Ça doit être la mais dernière, il me semble qu'elle s'est mariée mais après. je pense que non, c'était Chara qui était là. Donc j'accorde le point à Cactus. Et d'ailleurs, sinon, elle est toujours sur les courses puisqu'elle est nutritionniste pour la SD Works. Ouais, c'était la cuistot, toujours des bonnes petites recettes, Chara. Et c'était sur le vélo, j'aimais bien moi, le style. Force tranquille, ça écrasait, et puis voilà. Il va falloir remonter encore un peu. 2017, Fly. 2017. Est-ce que c'est une qu'on a citée? Alors, alors 2017, c'est quelqu'un qu'on n'a pas cité, il me semble. Et 2017, il n'y avait pas d'équipe FDJ, puisqu'il y avait, il y a eu en 2017 pas mal d'équipes de pays. Donc, Ah, il y avait une équipe d'Australie, une équipe d'Espagne, une équipe de France. Voilà, il y avait une équipe de Suisse. Voilà, pas mal d'équipes de pays. Il y avait la Parc Hôtel qui était là, le fameux pays Parc Hôtel. voilà, le fameux pays Parc Hôtel. Et Nicolas Noskova finit 6e cette année-là, il en a parlé tout à l'heure. Mais donc, on recherche une coureur de l'équipe qui était dans l'équipe avant ou après 2017. Et comme on commence à remonter un petit peu, je vais te dire que c'est une coureur qui a intégré l'équipe FDJ bien après 2017. J'ai envie de dire quelque chose, mais c'est pas à mon tour. Garde-le, garde-le. Est-ce que je peux tenter Grace Brown? Tu peux tenter Grace Brown, Mais je tente alors. mais ce n'est pas elle. Ah, mince. C'est ce que j'allais dire. Je vais dire, ça fait beaucoup de mots pour dire Grace Brown, mais du coup, c'est pas ça. Alors, je vais te donner un indice supplémentaire, chacun Attends, son indice. avant l'indice, j'ai quand même envie de tenter une Cécilie Uttrup-Ludwig. Ah, bah, j'aurais dû garder l'indice. C'est pas elle. Grace Écoute, Brown finit 25e, Fly. La coureur qu'on recherche finit 19e. Ah, il Sachant était que pas. Victory Guillemant a fini 22e, Ouais, mais c'est bon. quelqu'un qui a fait encore mieux que Grace Brown et Victory Guillemant en 2017. elle y était, Cécilie, ou pas? Je ne sais pas. 2017, Elle était toute jeune. est-ce qu'on peut avoir la nationalité?
C'est vers chez toi. Une petite Roxane Knetemann? Non. Un cactus. Déjà que les Françaises de FDJ en 2017, je dois pas les connaître. Alors si on Non, demande elle une autre. n'était pas en 2017 à la FDJ. On a dit qu'il n'y avait pas de Elle a participation de pu la rejoindre FDJ. après. Par Bon, exemple, les coureurs de 2017, déjà que je les connais pas forcément. Lorraine Molenrath, par exemple, elle est chez FDJ, voilà. En 2017. Oui, en 2017, elle avait encore des roulettes à son tricycle, mais c'est pas la question. Voilà. Je te donne un indice supplémentaire, cactus. Ouais, là, pour le coup, je vais écouter. Elle était inscrite à ce Tour de l'Ardèche sous les couleurs de la Parc Hôtel Valkenburg. Alors. Mais est-ce qu'elle est néerlandaise, du coup? Oui. Techniquement, il n'y a pas que des néerlandaises chez Parc Hôtel. Non, mais il y en a beaucoup. Des fois, il y en a d'autres. À l'époque, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup des non-néerlandaises. J'ai pas d'idée, c'est terrible. Parce que je vais dire là, celles qui sont maintenant néerlandaises chez FDJ sont trop jeunes pour, enfin elles sont trop jeunes ou trop. Nina Buisman, Loussa de J'allais Rest. dire, bah puis même j'allais dire à de reste ou crack, elles ont commencé assez tard, il me semble. Ouais, puisque Donc Crack, même si elles avaient l'âge correspondant, elles faisaient peut-être pas encore du vélo à cette époque. Quoi? Elle serait ta réponse. Eh ben faut que je cherche parce que j'en connais pas des masses de néerlandaises. Ah mais on en a perdu un. Des néerlandaises qui étaient déjà actives en 2017 et qui auraient pu passer par FDJ. Ah, attends, parce que là on l'a perdu. Donc tu pourras, ça sert à rien de donner tes réponses. Bon, voilà. Mais J'ai vaguement une idée, mais je pense pas que ça colle. t'as qui? J'ai même plus son nom exact, la copine de Voss. Ouais, j'ai pas son nom. J'ai regardé dans le Google Drive des relations, Teninglo ou quelque chose comme ça. Qui était passé chez FDJ? Il me semble qu'elle est passée chez FDJ à un moment. Je veux dire, Teniglo, c'est ça. Je veux dire, dans mes heures perdues à regarder les mercatos sur First Cycling, il me semblait l'avoir vu. T'as Et vraiment là, que c'est ça à vraiment au faire. pif. Non, parce que j'en ai aucune idée, moi, après. Ah. Je vais dire non. Non, je vais dire non parce qu'en 2017, elle doit pas être chez Park Hotel. Allez, je suis revenu. Ouais. Ouais. Bon, bah, j'avais potentiellement une piste, mais il me semble qu'elle est pas bonne. Alors, vas-y. Non, parce que il me semble, j'allais dire, est-ce que j'ai le droit de vérifier dans un quiz que j'avais fait, qui ne donne pas la réponse sur l'Ardèche, mais qui donne un élément qui me permet d'affiner ma réponse. Non, faut donner ta réponse. Là. Mais j'ai pas de réponse, c'est ça le problème. Sinon, Parce tu que laisses là, ta j'avais main. Monique. J'ai dit, là, je pensais à Monique Teniglo, mais il me semble qu'elle est pas chez Park Hotel en 2017. Donc, ça collerait pas. Elle a fait ta réponse. Qui y a comme néerlandais? C'est-à-dire qu'il faut que je trouve des néerlandaises qui soient possiblement passées chez FDJ. J'en connais pas. Voilà, je veux dire, celle qui est arrivée cette année, la directrice performance, je sais pas quoi, Liselott, elle y est pas passée en tant que coureur chez FDJ? Ah, mais attends, mais tu comptes que les coureuses ou le staff aussi? Ah non, moi, je compte que les gens qui pédalent. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ben, elle est pas, bon, je veux dire, bah, c'est elle, du coup, je sais plus. Liselott Delcroix, c'est ça son nom ou de là? Je sais même plus c'est C'est quoi ça. son nom, c'est Ça, terrible. c'est son nom, je confirme. Voilà, bah, elle. C'est elle ma proposition. C'est pas ça. Allez, Fly, tu as la réponse. Ouais, presque. J'arrive plus à sortir le nom. Je vois laquelle c'est. Amonique.
Un indice? Vas-y. Elle est chez FDJ actuellement. Ah, bah, c'est pas celle que je pensais alors. On va jamais y arriver. Elle est chez FDJ actuellement et elle a terminé 19e du Tour féminin de l'Ardèche en 2017. Mais c'est Luce? Non. Cactus, à toi. Bon, bah, qui c'est qui reste comme. Mais, elle est néerlandaise ou pas? J'allais dire. Pas eu de réponse claire à cette question. Donc, je suis perturbé. Bah, de toute façon, il a dit que c'était vers chez moi, donc il n'y a pas de Belge. Oui, mais vers chez toi, ça peut être juste la Parc Hôtel. Non. Nationalité, on parlait. Donc, je te donne le choix entre belge allemande et néerlandaise. Bon, sachant qu'il y a. Il y a 36 000 Belges et 36 000 Allemandes à la FDJ. Donc, C'est ça. Eh ben, là, il doit te Attends, rester une chance sur deux. c'est ça. Par rapport à ce qui me semble. Je vais dire Amber Crack parce qu'il me semble que Boysman, elle serait vraiment trop jeune pour y être à cette époque. Donc, tu dis Amber Crack? Mais ça va Eh être ben, c'est pas Boysman, Amber évidemment. Crack. C'est pas Amber Crack. donc Guy, c'est Nina Weissman. c'est Nina Boysman, absolument. Elle a 26 ans, Nina Boysman. Donc, elle avait 19 ans à Bah, c'est l'époque. ça, j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire, soit elle est junior, soit elle est vraiment toute fraîche espoir, donc je suis pas sûr qu'il l'aurait mis là-dessus. Mais... Ouais, mais de toute façon, ouais, passer à la Parc Hôtel, ouais, c'était il y a quelques années. Ouais. Allez, une petite dernière pour la route, on va rigoler. Il y a combien, histoire de voir si ça compte pour le résultat final ou pas? C'est. Et en attendant, il y a encore des gens qui regardent. A priori, il y a une personne, il y a Joe qui est toujours là. Il a proposé Jadviel à la première question, mais depuis, il est un peu silencieux. Il m'aide pas trop. Ah. Parce que C'est j'allais Fly dire, là, qui ça va mène. faire 2 heures qu'on est en live quand même. C'est Fly qui mène d'un point. Ah, si c'est que d'un point, ça veut dire qu'on peut jouer. Génial. Oui, mais, Soit oui, mais l'égalisation, soit on décide de mettre 2 points sur la dernière pour non, qu'on soit non, sûr d'avoir un vainqueur. on va pas doubler, ça sert à rien. Si, on va mettre 2 points pour les deux premières. En plus, il en faut deux. Il en faut deux. Donc, Donc pour qui c'est qui avait la main? 2016. C'est à Fly, là, c'est ça, de partir? C'est possible, je sais plus. Donc, on cherche deux jeunes femmes. J'aurais pas dû dire ça. On cherche deux coureurs. Alors, sympa pour les vieilles, du coup. Je donne déjà des indices. Qui sont passés par la structure à un moment de leur carrière. L'une des deux courait en 2016 pour Poitou-Charentes Futuroscope 86, donc l'ancêtre de la FDJ, et l'autre non, mais avait couru auparavant pour cette structure. L'une est française, l'autre pas. Voilà, vous avez deux possibilités. Ok. Allez, feuille. Une qu'on a citée. L'une est encore active, l'autre pas. Est-ce que c'est Et la on a française cité. qui est active? Donne pas trop d'indices quand même. Là, c'est que la première proposition. Bon, allez, moi je vais dire Audrey Cordon-Rago parce qu'elle est passée par l'équipe et tout, voilà. Puis il faut la citer. Ouais, non, c'est pas Audrey. C'est pas Audrey. Ah. Bon, bah, c'est bien, tu m'évites de me tromper comme ça. Enfin, tu m'évites de me tromper pour Audrey. Et la française est retraitée, mais a couru très longtemps. Très longtemps dans l'équipe. Ou très longtemps en général.
C'était quoi la question? J'ai pas entendu le début. Très longtemps dans l'équipe ou très longtemps en général? Très longtemps en général et très peu de temps dans l'équipe. J'ai envie de tenter une Edwige Pittel, du coup. C'est ça. Edwige Pittel finit 3e. Du Ouais, Tour donc- féminin de donc t'es pas l'Ardèche Jeannie de Longo. 16. Et non. Il nous manque donc Fly, la non-française, qui était à l'époque dans la structure Poitou-Charentes Futuroscope 86 et dont on a parlé, puisqu'on n'avait pas parlé d'Edwige Pittel, forcément, c'est de celle-là dont on a parlé, dont on a évoqué le nom pendant ce podcast. Et qui est Eri Yonamine. Une proposition. Et qui est Eri Yonamine, effectivement. Bravo. Ça, il Je remporte pensais. ce quiz d'un petit point. Finalement, ça ne servait à rien de doubler sur le final, vu qu'il y avait 2 réponses. Ouais. S'il n'avait pas trouvé, tu avais ta chance, malheureusement. Ben voilà, on va finir là-dessus. Encore une victoire de Fly. Pour changer. Je ne triche pas, mais. Je vais recommencer encore, attends. Je vais dire, je vais reprendre le bilan qu'a fait Fly. Parce que si on remonte les quiz où c'était. Alors, le tout premier quiz, j'ai gagné contre Fly. Le deuxième, il a gagné. Non, mais le premier c'est moi qui avais fait le quiz. Oui, le premier, c'est celui, c'est ça, où tu avais pris Sarah, il me semble. C'est possible, ouais, ou ma préférée. Oui, oui, c'est Voilà. ça, oui. Oui, voilà. Donc celui-là, Oui. j'étais devant toi. Le quiz sur la Vuelta de 53, tu étais devant moi. Ouais. Après, c'est moi qui l'ai fait. Quiz des équipes. Ouais, mais là c'est pareil, moi je choisissais pas trop parce que sinon j'aurais pas répondu. Mais j'étais devant toi quand même. Quiz sur Scarlett Soren, c'est toi qui as gagné. Ouais. Quiz de 53 sur les France, c'est moi qui ai gagné. Ouais. Bon, bah, après, de toute façon. Et après, on a été ex-aequo sur les deux. Ouais. Je veux dire, il y a quelque chose qui colle pas. Non. Et après, on a été ex-aequo et après, il y a une erreur dans ton truc parce que c'est le point pour moi au lieu de 53 où c'était ex-aequo sur le quiz des anniversaires. Oui, effectivement, oui, tu peux pas avoir. Mais donc, encore une victoire de Fly, c'est un peu exagéré. Ah, si, je t'assure, à chaque fois que je joue contre lui, c'est lui qui gagne. Contre toi. Ah oui, mais là, c'est parce que toi, t'es nul, c'est pas ma faute. Après, en gros, si on regarde dans les 2 fois où j'ai pas, les 3 fois où j'ai pas gagné, il y en a 2, c'est moi qui fais le quiz, et l'autre, effectivement, c'est sur les championnats de France. Enfin bref. Bon, sur ce, on espère que vous avez répondu plus rapidement en live ou en replay que Alors, Fly et Cactus. Hein. Un replay, puisque Joe nous dit qu'il est là, mais qu'il ne suivait pas le cyclisme depuis assez longtemps pour pouvoir répondre. Donc, il n'a pas Moi non plus, mais bon. Oui, pareil, moi non plus. C'est ça. Il y a des fois, on fait au pif. Je veux dire, on est resté dans des coureurs qui existent, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà pas mal. Ne vous plaignez pas. Le Tour de l'Ardèche est une vieille organisation. Oui, puisque tu en fais partie. Bon, allez, pas parti. J'y ai pensé là, aussi. Dire trop de conneries. Pour le live, on va peut-être continuer le truc entre nous après. Sur ce, merci à ceux qui nous ont suivis en live. Merci à ceux qui verront cet épisode en podcast. N'hésitez pas à aller revoir les précédents si vous ne les avez pas vus. Faut que j'aille en revoir un, je crois que j'étais pas moi, donc j'ai pas fait mes devoirs. On se dit à lundi prochain, messieurs. Lundi. À la prochaine. Allez, merci à tous les deux et merci à tous. À la prochaine. Salut tout le monde.